Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Jusqu'à 21h, Europe 1 Soir, avec dans quelques petits instants Jérôme Durin, sénateur de Saône-et-Loire, qui présidait la commission d'enquête du Sénat sur l'état du narcotrafic en France. Pas très content des résultats et de ce que propose le gouvernement en la matière. Et puis à 20h30 avec Nicolas Metzdorf, député Renaissance de Nouvelle-Calédonie, pour savoir la situation à Nouméa et comment est-ce que cet enjeu constitutionnel va être appliqué ou pas. Je suis avec Guillaume Bigot. Bonsoir. Bonsoir à tous. Essayiste, politologue, éditorialiste. Bonsoir Nathan Dever. Bonsoir. Écrivain et philosophe. Vous avez notamment publié Penser contre soi-même chez Albin Michel. Retour sur, je le disais, cette effroyable tuerie aujourd'hui. Ça faisait 32 ans que ça n'était pas arrivé dans l'administration pénitentiaire de voir 2 personnes tuées. 2 agents pénitentiaires de façon aussi abjecte, avec William Molinier l'a dit tout à l'heure dans le journal de 19h, pratiquement à bout portant avec des armes de guerre. Nous sommes avec Dorian Cauge. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le maire de Blangy-le-Château et il se trouve que vous êtes un ami d'enfance du plus jeune de ces 2 agents qui ont été tués aujourd'hui. J'imagine que l'émotion est terrible pour vous. Ouais, malheureusement, on est effondré là. C'est tout un village. On est un village familial et là, quand on a appris ça, vraiment, on est effondré. On a le sang glacé. C'est vraiment malheureux ce qui s'est passé. Pour des raisons de confidentialité, on ne va pas donner les identités de ces 2 agents pénitentiaires. Quel était le quotidien de votre ami qui faisait son travail là? En l'occurrence, il a été tué en faisant son travail. Oui, c'est vrai qu'on s'est vu aux commémorations du 8 mai. C'est vrai que c'était un vrai citoyen pour le village. Il a grandi dans une gendarmerie. Il a toujours eu cette envie de servir son pays. Et il venait d'apprendre que sa femme était enceinte. Et il avait changé de service depuis peu, justement, pour pouvoir avoir des week-ends, pour pouvoir passer du temps avec son futur enfant. Et justement, on a encore cette mémoire, ces beaux discours qu'on a eu ensemble à la commémoration. Et là, apprendre qu'il est décédé, on est dévasté. J'imagine que vous allez vous occuper de ses proches, de sa femme, de tout son entourage. Oui, c'est ça. On est une vraie famille, on se connaît tous. On a été à l'école, que ce soit avec lui ou avec elle, et vraiment, on comprend pas. On est vraiment choqués, quoi. Vous êtes triste, vous êtes en colère en plus d'être triste? Oui, effectivement, en colère. Il y a vraiment cette forme d'injustice, quoi, pour des personnes qui essayent de faire la paix. Et vraiment, c'est très dur, quoi. C'est pas évident. On est en colère, envie de vengeance presque. C'est impressionnant. Envie de vengeance? Si on arrive à ce point-là, on se dit mince, quoi. Enfin, c'est pas possible qu'il arrive ce qui s'est passé, quoi. Merci beaucoup Dorian Cauge d'avoir été quelques instants avec nous sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le maire de Blangy-le-Château et donc vous êtes l'ami d'enfance du plus jeune de ces 2 agents qui ont été tués. Merci beaucoup à vous. Nathan Dever, Guillaume Bigot, c'est terrible ce qui se passe. Vous voyez, ce jeune, il avait 35 ans, il change de service pour avoir ses week-ends et il se fait tuer à bout portant par des narcotrafiquants. Guillaume Bigot. On oublie de rendre hommage à ces hommes et à ces femmes qui portent l'uniforme, policiers, gendarmes, agents de la pénitentiaire, et en fait ils mettent leur corps, mais vraiment physiquement, leurs os, leur chair, leurs muscles, entre nous et la barbarie. C'est eux qui tiennent la République, c'est partie des murs porteurs de la République. C'est très grave ce qui se produit parce que tout le monde sait qu'il y a une montée de la violence liée au trafic de stupéfiants. On se souvient au début du mois de mars dernier de ces magistrats et notamment d'Isabelle Couder qui avait témoigné devant le Sénat et qui avait tiré la sonnette d'alarme en disant on est en train de perdre la guerre du trafic de drogue à Marseille. Le garde des Sceaux l'avait sèchement recadré. Et puis l'autre problème connexe, c'est ce qui se passe dans les prisons avec cette surpopulation et cette promiscuité et cette ultra-violence qui monte. Nathan Dever. Oui, d'abord c'est cette opération macabre, j'emploie le mot d'opération parce que c'est pas seulement une évasion. Oui, c'est terriblement efficace. Une bien exécution. Sûr, une exécution effrayante, efficace. Et qu'il y avait quelque chose de militaire dans l'organisation, dans ces images
terribles qui ont été diffusés notamment sur les réseaux sociaux, et il y avait quelque chose qui donnait l'impression d'une exécution à bout portant, d'une déshumanisation complète de ces deux agents qui sont morts littéralement exécutés, pas dans une situation en quelque sorte d'échange de tirs. Je suis parfaitement d'accord avec vous pour dire qu'il faut rendre hommage non seulement aux deux individus qui sont décédés, aux personnes qui sont blessées, mais à toute une profession qui travaille dans des conditions qui sont extrêmement dégradées. La surpopulation des prisons, ça implique, on en parle, on a raison d'en parler, des conditions souvent indignes de détention de la part des détenus, mais ça signifie aussi que les agents de la pénitentiaire travaillent dans une anxiété, dans un stress et dans un danger physique qui est absolument permanent. Le hasard du calendrier a fait que c'est aujourd'hui que on a donné les conclusions de cette commission d'enquête sur le narcotrafic, et nous sommes justement avec celui qui préside cette commission d'enquête. Bonsoir Jérôme Durin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur socialiste de Saône-et-Loire. Je vous lisais la semaine dernière dans le journal Marianne, puisque c'est le seul média auquel vous aviez accordé une interview. Vous disiez avant même, et on va en parler d'ailleurs, que le plus inquiétant dans le narcotrafic en France était la corruption. Avant même de parler de ce que propose l'État et vos solutions à vous, et comment est-ce que tout cela va comment dirais-je, évoluer en France, on espère, pour une meilleure efficience de lutte contre le narcotrafic. Cette opération, je reprends les mots de Nathan Dever, opération commando pour libérer Mohamed Amra, comment est-ce que vous l'avez lu aujourd'hui? Quelle est votre lecture? Avec beaucoup de douleur et beaucoup d'émotion, avec beaucoup de sidération. Je suis révulsé par la barbarie des actes qui ont été commis aujourd'hui, mais on ne peut pas s'empêcher de se dire que ça conforte l'inquiétude que le rapport de la commission d'enquête pointe. Vous n'êtes pas étonné, en fait. Il y a un pouvoir d'achat criminel gigantesque, des moyens illimités qui leur permettent de financer des opérations. C'est un business criminel qui est agile, qui est adaptable, qui est inventif, qui est amoral, et donc qui peut se permettre cette audace, cette liberté d'action vis-à-vis des agents de la force publique, soit des gendarmes, des policiers, des agents de la pénitentiaire. Donc on est presque pas surpris, c'est un choc, mais il faut que ce soit un choc sanitaire parce que il faut réagir, et il faut que la réponse publique, elle soit à la hauteur du défi que les narcotrafiquants nous adressent. Et le défi, la réponse au défi, justement, c'est aujourd'hui la création d'un parquet anti-stup et d'une DEA à la française. Est-ce que c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant, mais il faut des patrons. Il faut des patrons parce que on est dans un dispositif public, aussi bien du côté magistrature que du côté force de l'ordre, qui est trop éparpillé. Il y en a un peu à Bercy, on a Tracfin, on a les renseignements douaniers, il y en a à Beauvau avec la DGSI pour le renseignement, on a l'OFAST qui pilote l'office anti-stupéfiants, qui pilote la lutte contre le narcotrafic, mais qui n'a pas l'assise suffisante. Donc il faut aller plus loin, il faut un vrai chef du côté des forces de l'ordre, des forces de sécurité, et puis il faut un vrai chef du côté magistrature, du côté justice avec ce PNAS. Ça suffit pas, mais c'est déjà un point important. Après, il faut aussi des priorités, et je pense que en termes de priorité, il y a la question du blanchiment. Notre obsession, ça doit être l'argent, parce que les opérations place nette, elles ont un mérite. Elles permettent de faire le ménage, de nettoyer les points de deal, de récupérer un petit peu de produits. Donc elles ne sont pas inefficaces. Elles ne sont pas inefficaces, mais elles sont utiles pour dire aux citoyens, on vous a pas oublié, la République est là, l'ordre républicain doit prévaloir. C'est de la pommade. Ça ne permet pas, en tout cas, de démanteler les réseaux. Et donc, il faut que les forces de l'ordre, dans leur diversité, douaniers, gendarmes, policiers, les magistrats avec eux parlent d'une seule voix, et les ministres aussi. On a un ministre de l'Intérieur qui nous explique qu'il faut faire des places nettes XXL, qu'il n'y a pas besoin d'enquête au long cours, et on a un ministre de la Justice qui nous dit il faut une course d'assises spéciale, un statut des repentis. Eh ben, il faut que on ait une seule voix, une seule organisation, parce que les trafiquants, eux, pendant ce temps-là, ils font prospérer leur business. Donc vous dites Darmanin 1, Dupond-Moretti 0 pour l'instant. Non, moi je dis que tout le monde perd. Et il faut
L'heure, surtout vu le drame du jour, n'est pas aux petites polémiques politiciennes. Il faut qu'on trouve les bonnes mesures. Vous venez quand même de qualifier vous-même l'action de l'un et de l'autre des ministres, donc je me permets de faire bien sûr. Non, mais je dis que une sorte de raccourci, peut-être pas très utile, mais en l'occurrence, voilà. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tous embarqués dans cette affaire. Est-ce que les intérêts fondamentaux de la nation sont engagés? Nous le pensons avec les membres de la commission. Donc, il faut qu'on muscle notre jeu et qu'on ait des réponses nouvelles au plan du droit. En termes de moyens, il faut des investigations plus fortes en matière économique et financière. On dit tout le temps qu'il faut aller taper les criminels au portefeuille, mais on n'a pas ni les compétences ni les gens pour le faire. Donc, c'est une priorité. Encore deux petites questions assez rapides. La première, et je le disais tout à l'heure, vous disiez le plus inquiétant, c'est la corruption. Vous faisiez notamment des exemples sur le port du Havre. On peut très bien acheter des agents sur place. Est-ce que ça concerne également les élus locaux dans les collectivités locales? On a vu notamment cette maire en Bourgogne à Vallon qui avait carrément un arsenal chez elle. Il y avait un circuit totalement organisé. La corruption, c'est vraiment un problème. Il faut d'abord respecter la présomption d'innocence dans les affaires en cours. Mais ce qui est sûr, c'est que les narcotrafiquants, ils savent aller taper aux portes qui leur sont utiles. Et de quoi un narcotrafiquant a-t-il besoin? Il a besoin de se faire ouvrir un conteneur, et il est prêt à payer très cher pour cela, 20 000, 50 000, 100 000 euros. Il a besoin de consulter les fichiers de la police et de la gendarmerie parce qu'il sait s'il est victime d'une surveillance, s'il va y avoir une perquisition. Donc, les élus peuvent parfois être utiles et personne n'est à l'abri de la corruption. Mais c'est souvent des petites mains des services policiers, de la gendarmerie et des services de la justice qui sont concernés parce que on peut faire tomber des procédures, on peut éviter des arrestations et c'est d'abord ça qui intéresse les narcotrafiquants. Une dernière chose, on l'a dit tout à l'heure avec Frédéric Ploquin, mais j'aimerais vous entendre là-dessus, monsieur le sénateur. Là, en l'occurrence, ce qui s'est passé aujourd'hui, les moyens qui ont été employés, les véhicules, les armes lourdes, tout ça, ça nécessite beaucoup d'argent. Et c'est l'argent de la drogue, c'est l'argent aussi des consommateurs de drogue. On peut le dire, ça. Tout à fait. De toute façon, il n'y a pas de marché sans client. Alors, notre travail à nous au Sénat, avec cette commission d'enquête, c'est de travailler sur le narcotrafic. La dimension consommation, on ne la néglige pas. Et c'est une question qui doit être posée. Quel est le statut de la consommation? Est-ce que la prohibition fonctionne? Est-ce qu'il faut aller vers des systèmes de légalisation, de dépénalisation? C'est un autre sujet. Nous, on s'est concentré sur le narcotrafic, sur la criminalité, et c'est à cette question-là qu'on a apporté une réponse. Mais c'est vrai que cet argent, cette capacité d'achat, 3,5 à 6 milliards d'euros en France, elle est immense. Un de vos collègues journalistes au Monde disait que 20% des frais de structure d'un business de la drogue va en corruption pour se faire ouvrir des portes, pour tous les exemples que j'ai cités tout à l'heure. Donc évidemment, si on veut stopper le trafic, il faut d'abord commencer par assécher les moyens des trafiquants. Et puis, évidemment, la société doit se poser la question de la consommation. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Jérôme Durain, sénateur et président de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France. C'est effrayant. Oui. C'est totalement effrayant, ces petits arrangements entre amis où on te donne 10 000, 20 000 pour laisser passer un conteneur de drogue. J'allais dire, et ce sont des fonctionnaires de la douane, de la police. Enfin, je veux dire, dans quel monde on vit? J'ai l'impression de tomber de ma chaise comme un j'allais dire un ancien combattant, mais bon. Oui, vous avez raison. Je pense qu'après il faut poser les mots. Ce sont des mafias. Des mafias au sens littéral du terme, c'est-à-dire des autorités qui s'implantent là où l'État est faible. L'État est faible à tous les niveaux. Je ne parle pas seulement au sens policier ou pénal, là où il y a des quartiers avec des familles extrêmement défavorisées, qu'on peut recruter un jeune de 13 ans, lui faire un pacte faustien, lui dire tu vas être payé 3 000 euros et en échange tu rentres dans la mafia, et après on rentre dans la mafia, on en sort par la prison ou on en sort par le cercueil. Ce sont les deux. Mais l'État, il veut pas entendre parler de mafia. Et ça empiète sur son territoire. Bien sûr. Et c'est justement là où je voulais venir. Pardon. Je trouve que vous avez posé exactement les termes, et des termes qui sont très visuels, mais de dire ces armes qui ont été utilisées ce matin pour semer la mort, elles ont été achetées avec l'argent des consommateurs. Et dire ça, c'est pas pour les culpabiliser ou pour les diaboliser, ou les stigmatiser. c'est pour désigner
un décalage qui tente à l'absurdie. Décalage entre un des pays qui est de plus grands consommateurs de drogue d'Europe et dont la législation sur la drogue est une des plus répressives d'Europe. Ce décalage fait que nous avons une loi dans laquelle personne ne croit, qu'on demande à la police de faire appliquer, mais et aux gendarmes, alors que tout le monde sait bien que ça ne servira pas à supprimer le narcotrafic. Et contrairement à ce que disait le sénateur, moi je ne pense pas du tout qu'on puisse séparer la question du narcotrafic de celle de la consommation, puisqu'elles sont intimement liées. Ce qui fait que le narcotrafic continuera toujours d'exister, c'est que les consommateurs de drogue, sauf peut-être quelques exceptions, n'arrêteront pas de consommer de la drogue. La prohibition n'a jamais marché dans aucun sujet. Guillaume Bigot. On a des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'on veut un univers dans lequel il n'y a plus de stock, il y a des flux, on veut se sourcer, comme disent les entreprises, à l'autre bout du monde, et on a des containers qui arrivent par millions, qui sont physiquement absolument incontrôlables, et on veut simultanément une société dans laquelle on va stopper la drogue. Bon, ça me paraît une première contradiction. C'est comme si vous mettiez une gamelle devant un chien en disant tu manges pas. Et une aiguille dans une meule de foin, absolument. Deuxième chose qui apparaît absolument contradictoire, c'est effectivement de vouloir presque, je dis pas légaliser, banaliser, en tout cas adoucir la répression de la consommation et durcir la répression du trafic. Ah mais certains donc le disent. là, il y a une contradiction. Il y a des hommes politiques qui disent il faut légaliser le cannabis, notamment à Marseille, parce que c'est la seule solution. Je me garderais bien d'avoir des solutions aussi simples. Le problème est très très complexe, mais je repère simplement une contradiction. Ça ne va pas ensemble, ça ne fonctionne pas ensemble. Exactement comme vous avez une autre tendance, c'est-à-dire de plus en plus de gens qui se font tuer à coups de couteau et la solution du gouvernement, c'est d'adoucir finalement la détention d'une arme blanche parce qu'on n'arrive pas à appliquer la loi. Enfin, vous voyez bien qu'il y a un problème de monopole de la violence légitime parce que plus il y a de violence, et normalement la réaction de la société et de l'État, c'est de durcir la répression face à une violence croissante. Et c'est pas ce qui se passe en fait. Plus la violence monte et plus la réponse de l'État, la riposte de l'État est faible. Donc là, il y a une véritable contradiction. On écoutera tout à l'heure, si vous voulez bien, la réaction aussi des jeunes qui ont filmé dans le bus. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire tiens, c'est effrayant, en fait ils disent tiens, on va l'écouter tout de suite. Là, c'est Hannah Arendt, c'est la banalité du mal. Écoutez donc. Voilà, gros braquage au péage. Trop baisé. Voilà, trop baiser, ça veut dire c'est trop de la balle, quoi. C'est un truc de ouf, c'est génial. Au lieu de dire mais qu'est-ce qui se passe, c'est effrayant. Bien sûr. Vous vous rendez compte, Nathan Dever ? Je suis pas dans leur tête, mais j'imagine que quand ils ont vu ça, ils se sont dit ouh là là, trop bien, c'est un film. Ouais. C'est une scène de film qu'on est en train de vivre. De jeux vidéo. Ou de jeux vidéo, bien sûr, au mélange des deux. Et en effet, ça pose aussi une question qui va de pair avec tout ça. C'est la valorisation dans l'imaginaire collectif du métier de dealer ou de la culture du deal ou des braquages ou de ce qu'il a et un peu entre deux. On fait libérer les copains avec des opérations qui ont dû coûter très cher à organiser, avec des voitures de luxe, etc., etc. Ça pose vraiment cette question. Et je pense que pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, que si on a comme mirage le rêve de vouloir stopper la drogue, on ne pourra laisser un monopole sur la drogue à des mafias avec cette culture-là et cette culture de la violence.